Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Ce soir, dans Code 24, on va s'intéresser aux déserteurs de l'État islamique, membres des services de renseignement, jeunes recrues. Au fil des rencontres, ces ex-djihadistes décrivent le fonctionnement de l'organisation vue de l'intérieur, ses mensonges et sa folie meurtrière. Les Allemands doutent ouvertement de la capacité de leur pays à accueillir les demandeurs d'asile et les réfugiés. À quelques mois d'élections régionales importantes, les autorités veulent convaincre qu'elles ont repris le contrôle de la situation. Au Pakistan, les filles et femmes qui osent s'affranchir de la tutelle de leur père, leur frère ou leur mari sont encore aujourd'hui attaquées, violées ou défigurées par de l'acide, des crimes d'honneur qui restent presque toujours impunis. Nous irons ensuite découvrir le Panama en compagnie d'anciens membres de gangs, aujourd'hui reconvertis en guides touristiques. Visite de quartiers qu'ils ont largement fréquentés à l'époque de leurs exactions. Un cap enfin sur le Venezuela qui a connu fin 2015 la première défaite du chavisme depuis 17 ans. La population exprime son ras-le-bol vis-à-vis de l'impuissance du régime face à l'inflation record et une criminalité galopante. On va parler aujourd'hui de l'organisation État islamique. On évoque souvent le parcours et les motivations de ceux qui rejoignent le groupe terroriste en Irak et en Syrie. Nos reporters, eux, ont décidé de s'intéresser à ceux qui quittent le groupe, les déserteurs de l'organisation État islamique. Combattants, membres des services de renseignement, jeunes recrues, au fil des rencontres, ces ex-djihadistes décrivent le fonctionnement de l'organisation vue de l'intérieur, ses mensonges et sa folie meurtrière. Cette enquête nous mènera d'une rive à l'autre de la Méditerranée, de la Turquie à la Tunisie. Première étape, Sanliurfa, près de la frontière syrienne. C'est un reportage de Rita Baspous et Selim El-Medeb. Ahmed est inconsolable. Il vient juste de retrouver les corps sans vie de son frère et d'un de ses amis. En arrivant ce matin, on a ouvert la porte et on les a trouvés là. Ils ont été égorgés tous les deux au couteau. Son frère, Ibrahim Abdulkader, était un activiste syrien. Il travaillait pour deux ONG anti-djihadistes basées dans le sud de la Turquie. Ce matin-là, nous avions rendez-vous avec lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce salaud. Hier, j'étais avec eux. Il a fui. Ces derniers mois, un jeune Syrien originaire de Raqqa était parvenu à gagner la confiance des victimes. Pour les proches, aucun doute, il s'agissait d'un agent de l'organisation État islamique. Qui es-tu? Ahmed n'aura pas le temps de nous en dire plus. Son frère. La police turque veut l'interroger. Allez, viens. Situé à 50 km de la frontière syrienne, Sanliurfa sert de base arrière au groupe djihadiste. Dans cette vidéo intitulée « Le massacre des apostats », l'organisation État islamique revendique le double assassinat. Cet activiste travaillait avec Ibrahim Abdulkader. Par souci de sécurité, il souhaite rester anonyme et s'éloigner de la scène du crime. D'après lui, les djihadistes ont des espions partout. Ils ont des cellules dormantes ici en Turquie. J'en connais plusieurs. L'organisation a un service secret très puissant. Elle ne veut laisser aucun activiste montrer la réalité. Ce dont ils ont le plus peur, c'est des médias. Les médias sont leurs plus grands ennemis. La preuve, ils ont tué notre frère aujourd'hui. Omar et son groupe n'ont qu'un objectif, démonter la machine de propagande djihadiste. Une de leurs activités,
exfiltrer des déserteurs de l'organisation État islamique. Nous faisons sortir les gens des territoires contrôlés par Daesh pour qu'ils puissent révéler les pratiques de l'organisation. On veut qu'ils puissent raconter comment ils se moquent des gens, des étrangers, des Occidentaux, des Britanniques, des Américains, des Français ou de n'importe quelle autre nationalité. Ils leur font miroiter une nation islamique, mais quand ils viennent, ils trouvent tout le contraire. Ils découvrent qu'il n'y a pas d'État, pas de justice. La seule loi là-bas, c'est la loi du plus fort. La majorité des déserteurs exfiltrés par Omar sont occidentaux. Cette femme, qui s'exprime en français, cherche à quitter la Syrie. Salam alaikum. Je veux aller plus vite avec mon enfant et maintenant mon mari ne vient pas à la maison, seulement 2 jours par semaine. Elle n'ose pas sortir de chez elle. Parfois, elle nous envoie des messages dans lesquels elle pleure. Il y a beaucoup de gens qui veulent déserter, beaucoup, mais ils les assassinent. Dès qu'on repère une personne qui dit vouloir déserter, on commence à la surveiller. Une fois, on nous avait proposé un candidat au départ, qu'on nous a présenté comme un Français. Mais on a appris que c'était un piège tendu par l'organisation. Une guerre de l'ombre qui pousse tous ces acteurs à une extrême prudence. Le soir même, nous rencontrons Samir. Il tient lui aussi à préserver son anonymat. Cet ancien officier de l'armée syrienne a appartenu au service de renseignement de l'organisation État islamique. Dans l'organisation, ce sont les services de renseignement qui ont le plus de pouvoir. Les membres chargés des autres tâches militaires, administratives et économiques passent ensuite. Samir a déserté en juillet 2014, quand l'État islamique a chassé le front El-Nosra de la ville de Deir ez-Zor. Je suis parti avec la voiture qu'il m'avait procurée et toutes mes armes. Sa position hiérarchique lui a grandement facilité la tâche. Mais les choses sont bien plus compliquées pour l'écrasante majorité des aspirants déserteurs. Durant la bataille de l'aéroport de Tabqa, certains ont profité du chaos pour fuir dans une voiture civile. Ils ont été poursuivis et rattrapés par de grosses voitures. Ils les ont enchaînés à l'arrière des voitures et traînés dans toute la ville de Raqqa. Ils ont fait le tour de la ville avec leurs cadavres. Ensuite, ils les ont accrochés sur la tour de l'horloge. Samir affirme avoir quitté l'organisation djihadiste en raison de son extrême violence. Mais l'ex-officier refuse de livrer le fond de sa pensée. Direction Istanbul. La ville abrite à elle seule plus de 350 000 réfugiés syriens qui se fondent dans la population. La localité des Enyurt est une des petites Syries de la métropole turque. Une grande partie des fidèles de cette mosquée sont syriens. Les Syriens vivent entre le marteau et l'enclume, entre un régime qui massacre et détruit, et des djihadistes qui, depuis qu'ils sont arrivés dans le pays, traitent les gens de mécréants et les assassinent au nom de l'islam. Mais parmi ces réfugiés, il y en a qui ont combattu avec l'organisation État islamique. Beaucoup ont été trompés. Ils ont perdu un frère, un oncle ou un voisin. Alors ils étaient prêts à se battre sous n'importe quel drapeau. Certains ne sont plus d'accord avec la faction dans laquelle ils se battaient. D'autres sont blessés et doivent partir. Et puis il y a ceux qui réalisent que la guerre va durer longtemps. Ils préfèrent s'en aller. Saïd fait partie de ces déserteurs réfugiés à Istanbul. Ici, c'est par ses compatriotes qu'il se sent le plus menacé. Concernant Erdogan et les autorités, je n'ai pas peur. Au contraire, si j'avais peur, je ne serais pas venu dans ce pays. Ce qui me fait peur, c'est plus le bouche à oreille, que quelqu'un me reconnaisse ici à Istanbul. Saïd n'est pas venu les mains vides. Ce combattant a pour un temps troqué sa Kalachnikov contre une caméra. Il veut nous montrer ces images inédites qu'il a tournées lui-même. Saïd a filmé ce champ de hashish dans la région de Mayadine, à l'est de la Syrie. Là, ils avaient planté beaucoup de hashish. Vous voyez là, ce sont des plants de hashish. Évidemment, tout est tombé aux mains de l'organisation. Et elle l'a revendu.
J'ai proposé qu'on détruise tout ça avec un tracteur qui était sur place. Mais ils ont refusé. Ils ont arrêté le tracteur. Là, nous avons été faire un raid. On a arrêté un homme. On avait reçu des informations disant que c'était un Shabiha, un agent du régime. C'était juste des allégations, on n'avait aucune certitude. Mais un homme nous a certifié que c'était un Shabiha en jurant avec sa main droite. Ouais, ça c'est lui là. On l'a amené au quartier général. Et 2-3 jours plus tard, il a été exécuté. Dans les régions sous la domination de l'organisation, tous les matins, les gens se réveillent et ils voient des cadavres. Il n'y a pas de procès. La justice est morte. Et les gens ne peuvent pas dire non ou pourquoi. Les ordres, on ne les discute pas. Originaire de Homs, Saïd a d'abord rejoint les rangs de l'armée syrienne libre. Après la prise de la ville par le régime, il s'installe dans la région de Deir ez-Zor. Au début, ce sunnite très conservateur va accueillir l'organisation État islamique comme la force la mieux à même de combattre le régime. Mais sa stratégie va très vite le décevoir avant de l'effrayer. Il fallait absolument nettoyer la région de toute présence de l'armée syrienne libre. Peu importait si les victimes étaient sunnites. C'était comme ça. La plupart de leurs opérations étaient dirigées contre les sunnites. Ils disaient qu'ils étaient venus se battre contre le régime. Mais en réalité, le régime, c'était bien le dernier ennemi qu'ils pensaient à combattre. Ils nous ont trompés. Leurs médias ne font que mentir. Tout ça n'est qu'injustice, haine, privation de liberté. Même la charia dont ils parlent, ce n'est qu'un mensonge. Petit à petit, Saïd s'est senti directement menacé. Ils se sont mis à exécuter mes amis, mes compagnons d'armes. J'ai commencé à avoir peur pour moi et pour ma famille. J'ai pensé à fuir, mais ce qui m'a retenu aussi longtemps, c'est surtout mes parents, la peur pour ma femme et mes enfants. Après avoir finalement réussi à mettre sa famille à l'abri, Saïd a déserté au printemps 2015. Mais une année passée sous le joug de l'organisation État islamique a laissé des traces indélébiles. Pour des raisons triviales, on voyait chaque jour des gens pendus ou des femmes lapidées sur la place de la ville. Même nos enfants se sont habitués à ça. Même les enfants, ils leur ont lavé le cerveau. Avant, un enfant n'avait pas son mot à dire. Aujourd'hui, c'est lui qui dicte sa loi. Par exemple, j'ai vu un enfant qui disait « Celle-là, on doit la lapider, elle doit mourir, on doit la faire saigner, il faut qu'elle meure ». Parmi les nombreuses raisons qui l'ont poussé à déserter, les relations difficiles avec les djihadistes étrangers, les Français notamment, très présents à Deir ez-Zor. Il y avait beaucoup de Français. Ils venaient en grand nombre. Ils parlaient en français et ne se mélangeaient pas avec nous. Nous, les Syriens, on ne valait plus rien pour l'organisation. On sentait qu'ils étaient devenus les préférés de l'émir. Selon Saïd, le salaire mensuel des Français était 3 fois plus élevé que celui des Syriens. Et ils se montraient prêts à tous les sacrifices. La plupart des Syriens avaient peur des opérations suicides. Mais les Français, eux, ça ne leur posait aucun problème. Ça nous étonnait. Du coup, l'émir les aimait d'autant plus. Quand il demandait qui veut faire une opération suicide aujourd'hui, les Français levaient tous la main. Ils n'avaient vraiment aucun problème avec ça. Ils devaient avoir subi un lavage de cerveau. Je dois l'avouer, on a rapidement commencé à se haïr. Nous, les Arabes, on commençait à les détester et à en avoir peur. Et eux aussi commençaient à avoir peur de nous. On ne se sentait plus en sécurité les uns avec les autres. À l'issue de notre rencontre, Saïd tient à nous montrer une photo de lui avec ses anciens compagnons d'armes. Parmi ces garçons, celui-là est mort, et celui-là aussi. Ces deux-là sont morts, et ces deux-là, ils ont déserté. Avec Istanbul, Tunis est une des villes qui abrite le plus de déserteurs. La Tunisie est le premier pays d'origine des djihadistes étrangers en Irak et en Syrie. 6000 Tunisiens y sont déjà partis. Selon les autorités, 700 sont rentrés au pays. Farid fait partie de ceux-là. Début 2013, il a rejoint le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, dont beaucoup de membres sont ensuite passés sous la bannière de l'organisation État islamique. C'est son patron, un restaurateur, qui l'a recruté.
Après la Révolution, c'était difficile car il n'y avait plus beaucoup d'argent. Même les étudiants qui avaient un diplôme en main se retrouvaient au chômage. Il m'a dit « Je te donne de l'argent ». J'avais deux motivations. Le djihad au nom de Dieu et puis l'argent. Il devait me donner 1000 € par mois, mais je ne les ai jamais touchés. Pour pouvoir s'enfuir, Farid a eu recours à un stratagème vieux comme le monde. Je me suis fait ça avec une baïonnette de Kalachnikov. C'était la seule solution pour fuir. Se blesser et partir à l'hôpital. Regarde ça, ils m'ont soigné sans anesthésie. Un mois sur place aura suffi à Farid pour découvrir la réalité qui se cachait derrière les grands idéaux invoqués par son recruteur. Je me suis rendu compte que ce n'était pas pour la religion. C'est une question de politique. Ils voulaient s'emparer de certains pays et ils nous ont impliqués là-dedans. 2 ans après les faits, Farid pense être passé sous les radars des autorités. Il affirme même qu'aucun membre de sa famille n'est au courant de son passage en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères affiche sa fermeté. Ceux qui ont pris part au combat seront traités comme des terroristes. Mais ceux qui rentrent et qui demandent à rentrer, là, on ne peut pas les empêcher de rentrer, c'est-à-dire il faut assumer cette responsabilité et il faut qu'il y ait tout un programme qui tienne compte de tous les aspects du problème. Et il y a des commissions qui sont en place pour réfléchir à tous ces aspects-là et pour qu'il y ait une véritable stratégie. Mais pour l'instant, aucun État ne semble avoir de politique claire sur la façon de traiter les déserteurs. Comme Saïd, ces derniers paraissent pourtant les mieux placés pour démonter la machine de propagande de l'organisation État islamique. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Alors que les Allemands doutent de plus en plus ouvertement de la capacité de leur pays à accueillir demandeurs d'asile, immigrants clandestins et réfugiés, le gouvernement fait tout pour réduire le flux migratoire et pour renvoyer rapidement chez eux tous ceux qui n'ont aucune chance d'obtenir un jour l'asile en Allemagne. La liste des pays d'origine considérés comme sûrs s'allonge et le rythme des expulsions s'accélère. À quelques mois d'élections régionales importantes, les autorités veulent convaincre qu'elles ont repris le contrôle de la situation. C'est un reportage d'Anne Maillet et Adeline Percept. Nous sommes à l'aéroport de Munich. Cet avion de ligne a été affrété par la police fédérale allemande. Ce jour-là, un peu plus de 80 demandeurs d'asile déboutés par les autorités sont escortés à bord. De nombreux enfants se trouvent parmi les passagers. Destination Tirana en Albanie et Pristina au Kosovo. Depuis début 2015 et jusqu'à ce jour, nous avons affrété une quarantaine de charters ou vols collectifs. Les années précédentes, on était bien loin de ce compte. En un an, le nombre de reconduites aux frontières a doublé. 20 000 personnes ont été expulsées d'Allemagne en 2015. La plupart sont originaires des Balkans. Depuis novembre, l'Albanie, le Kosovo ou encore la Macédoine sont considérés comme des pays sûrs. En Bavière, leurs ressortissants sont désormais conduits dans des centres spéciaux. Ici, le traitement de leur demande d'asile vouée à l'échec est expédié en quelques jours selon la vice-présidente de la région. Toutes les autorités compétentes sont représentées dans ce centre. Cela signifie que pour les demandeurs d'asile, toutes les démarches administratives se font de manière beaucoup plus rapide. Et pendant ce temps, les différentes institutions présentes ici peuvent se coordonner plus facilement et prendre rapidement des décisions. Tout doit aller très vite, le dépôt de la demande d'asile, le traitement du dossier et l'avis d'expulsion. Une organisation dont les autorités locales vantent les mérites. Mais cette famille que nous rencontrons en marge de la visite organisée pour les médias nous raconte une toute autre histoire. Eux sont ici depuis 1 mois. Ces Albanais de confession musulmane n'ont toujours pas été renvoyés chez eux et vivent ici coupés du reste du monde.
hier ist so viele Tage nicht essen oder so. Ist so Geld nicht genommen, ist nach Hause. Die Schule ist gut, ist so Sport, Fußball spielen. Mein Bruder ist so krank auch. Meine Mama ist in die Schule keine hier. Und man ist für mich nicht gut hier. Afghanistan, Pakistan, Syrien, ja bleiben. Warum? Ich Premierminister, scheiße Minister Albanien, scheiße. Scheiße Minister. Ich schwarz, weg, weg, ich Büro. Hallo, komm. Du Muslim? Ja, Muslim. Weg, 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 weg. Bientôt, ces centres devraient également accueillir d'autres demandeurs d'asile. Le Maroc ou la Tunisie vont rejoindre la liste des pays sûrs. Les autorités allemandes ont promis des aides financières à leur gouvernement pour faciliter le retour de leurs ressortissants. Une politique vivement critiquée par les ONG de défense des réfugiés. Quand on regarde les rapports annuels d'Amnesty International ou de Human Rights Watch, on se demande comment il est encore possible de considérer ces pays comme des endroits sûrs. Le faible nombre de demandes d'asile accordées est présenté par les autorités comme la preuve que ces pays sont sans danger. Mais c'est bien le ministère de l'Intérieur qui a le dernier mot sur ces questions de quotas, et pas l'Office des migrations pourtant en charge du dossier. L'Allemagne est déterminée à accélérer le rythme des expulsions de tous ceux qui n'ont pas le statut de réfugiés de guerre. Car l'opinion publique a changé de bord. Plus de la moitié des Allemands pensent que leur pays ne peut pas supporter une telle migration. Devant ce foyer à Munich, c'est l'inquiétude parmi les demandeurs d'asile. Ce jeune Sénégalais vient de recevoir son avis d'expulsion. Il se dit menacé de prison dans son pays d'origine. Le 13 février, j'ai reçu une lettre de la part du gouvernement. Il me dit j'ai ici 7 jours pour partir au Sénégal. Il dit le Sénégal c'est un pays sûr, il n'y a pas la guerre, il n'y a rien, c'est la démocratie. Je suis perturbé pendant 3 jours, je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé beaucoup, je ne sais pas. Ça te fait peur? Oui, peur, très peur. Je sais pas. Cette bénévole le constate tous les jours, la menace de la reconduite aux frontières est de plus en plus pesante. Nombreux sont ceux qui choisissent désormais la clandestinité. On connaît beaucoup de demandeurs d'asile sénégalais ou maliens qui ne veulent pas rentrer chez eux et qui ont peur de se faire expulser d'Allemagne. Ils préfèrent rejoindre clandestinement la France ou d'autres pays et essaient de s'en sortir comme ça. Je pense que ça va devenir un vrai problème. Combien seront-ils à rentrer réellement chez eux cette année ? Plus de 200 000 personnes dont la demande d'asile a été refusée vivent actuellement en Allemagne. En 2014, l'université de Hamdaniya, au sud-est de Mossoul, était forcée de fermer ses portes à cause de l'invasion de l'organisation État islamique dans le nord-est de l'Irak. Après la chute de Mossoul, la plupart des étudiants et leurs professeurs ont trouvé refuge à Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan. L'université a rouvert ses portes et accueille désormais des étudiants déplacés de plusieurs régions irakiennes. Florence Gaillard nous en dit plus. Une rentrée sous la pluie et dans des préfabriqués. Pour 400 étudiants de l'université de Hamdaniya et leurs professeurs, les cours reprennent au Kurdistan. Hamdaniya est aujourd'hui occupée par le groupe État islamique et c'est à Erbil que l'institution a pu rouvrir ses portes. Sans exception, les étudiants sont tous des déplacés et pas seulement de l'université de Hamdaniya. Certains viennent de Mossoul et d'autres universités irakiennes qui ont dû quitter leurs locaux. Nous avons des étudiants de la province d'Anbar, de Samara et de l'université de Tikrit. Mossoul, Kirkouk, Tikrit, autant de villes tombées aux mains des djihadistes à l'été 2014. Les minorités chrétiennes, yézidis et chiites qui y vivaient ont dû se réfugier derrière les lignes des Peshmerga dans la région autonome du Kurdistan. L'université d'Hamdaniya affirme, elle, qu'elle reste irakienne. Elle accueille des étudiants de toute origine et de toute confession. L'ouverture de l'université nous donne l'espoir de continuer à vivre et si Dieu le veut, nous allons être diplômés, trouver un travail et avancer dans la vie. Que ferait-on sans l'université? Nous perdrions tout espoir. D'autres étudiants sont moins optimistes.
Les jeunes chrétiens notamment envisagent de moins en moins leur avenir en Irak. J'espère que l'Irak va se relever, mais je n'y crois pas trop. Tout le monde a peur que Daesh vienne ici et nous force à fuir de nouveau. Combien de fois allons-nous devoir fuir? À Erbil, l'université n'a pas de cafétéria ni de laboratoire de langue et elle ne compte qu'un tiers des élèves qu'elle accueillait à Hamdaniya en 2014. Mais pour les populations déplacées de la plaine de Ninive, cette réouverture est un peu un retour à la normalité. Ce soir, dans Code 24, nous allons nous intéresser au documentaire « Une fille dans la rivière, le prix du pardon ». Nommé aux Oscars, ce film dénonce les crimes d'honneur au Pakistan. Des milliers de femmes en sont victimes chaque année, mais la société et les lois ne punissent quasiment jamais les bourreaux. Le récit de Mounia Ben Aïssa. C'est l'histoire d'une survivante d'un crime d'honneur. Celle de Saba, une jeune Pakistanaise atteinte de plusieurs balles et jetée dans un sac à la rivière par son propre père et son oncle. Son tort, avoir choisi de faire un mariage d'amour. Malgré ses blessures, la jeune femme parvient à déchirer le sac et à nager jusqu'à la rive avant d'être secourue. Saba a survécu par miracle à un crime d'honneur. Un documentaire raconte son histoire et dénonce cette pratique ancestrale qui ne cesse de faire des victimes au Pakistan. Si vous allez dans des petites villes, dans des villages du Pakistan, vous allez trouver des gens qui pensent qu'un crime d'honneur n'est pas un crime, parce que personne ne va jamais en prison après ça. J'ai donc voulu lancer un débat national, parce que les gens doivent comprendre que c'est un crime très grave. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre religion, de notre culture, et c'est quelque chose qui doit être considéré comme un assassinat. Les auteurs doivent aller en prison. Attaqués à l'acide, vendus ou tués, les crimes d'honneur prennent différentes formes. Selon la police pakistanaise, environ 1 millier de femmes en sont victimes chaque année. Des chiffres largement sous-estimés car de nombreux cas n'ont pas été recensés. La loi pakistanaise a aussi certaines particularités. Pour éviter la case prison, les agresseurs doivent obtenir le pardon de leurs victimes. Un pardon arraché bien souvent sous la pression, comme ce fut le cas pour Saba. La pression qui pèse sur les couches les plus pauvres de la population au Pakistan est incroyable, parce que les personnes en question vont dire aux victimes « La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose et que tu viens dans notre quartier, nous ne te donnerons rien ». Ils ont ostracisé les beaux-parents de Saba et sa famille, et elle a été obligée de pardonner. C'est ce qui m'a le plus surpris, cette pression qui pèse sur ces personnes, et ce vide juridique qui permet à cette pression de persister. Mais la situation pourrait enfin évoluer au Pakistan. Après avoir assisté à une projection du documentaire, Nawaz Sharif a dénoncé une pratique dégradante et méprisable. Le Premier ministre promet d'appuyer le changement de la législation initiée en 2014. Ce serait sa contribution à la cause des femmes, car aucune femme dans ce pays ne devrait être assassinée pour l'honneur. Mais la réalisatrice le sait, il en faudra plus pour éveiller les consciences dans son pays. Charmin Obeid Chinoy attend surtout la diffusion de son film à la télévision pakistanaise, prévue au mois d'avril. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Pays de verdure aux portes de la Normandie et du Val-de-Loire, le Perche a été façonné par l'homme et la nature. Ce soir, nous vous faisons découvrir ces paysages bocagers, véritables corridors écologiques. Autre emblème de la région, le cheval percheron. Cheval de trait par excellence, il a construit sa légende en mettant sa force et sa puissance à l'épreuve du territoire du Perche. Reportage. On est certain qu'on faisait déjà des trognes il y a plus de 3000 ans, puisqu'on a retrouvé en Angleterre des vestiges de trognes datés au carbone 14, 3400 ans. Le percheron, c'est de toute évidence le cheval le plus célèbre au monde. Il a eu une aventure extraordinaire, mondiale, planétaire. Doucement.
Tout ce qu'on peut simplifier à la voix, ça nous donne une main supplémentaire. Nos mains, c'est simplement une confirmation de l'ordre qu'on a donné. C'est tout. Aux portes de la Normandie et du Val-de-Loire, le Perche a été façonné par l'homme. Terre de prairies et de haies, l'identité paysagère percheronne est liée à l'histoire de l'arbuste paysan, dans lequel Dominique lit comme dans un livre. Ça, c'est la mémoire de l'arbre qui est là, qui est inscrite. Et on peut arriver à savoir à peu près la dernière fois que ces arbres ont été taillés. J'arrive à peu près à 60 ans. Jadis, on étêtait les arbres pour cultiver leur rejet. C'est l'art de la trogne. La trogne, c'est un arbre de cueillette. On peut dire que c'est un taillis perché sur un tronc. Et qui, à chaque fois qu'on le taille, comme un taillis classique, va repousser, mais en hauteur, pour ne pas être mangé par les herbivores, parce que c'était la production paysanne de bois d'œuvre, de bois de chauffage et même de fourrage, puisque ces trognes, on les a aussi appelées des prairies aériennes. Les rejets de ces trognes vont ainsi régénérer la nature. Un vrai miracle. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des bourgeons dormants qui vont repartir de la tête pour refaire un taillis. C'est tout simplement le bon sens d'autrefois. Et la trogne possède aussi d'insoupçonnables vertus pour l'environnement. C'est d'abord une production durable, renouvelable, de proximité, et puis qui fixe le carbone, puisque le tronc est toujours là en présence et grossit au cours des années. Et puis, je dirais, la cerise sur le gâteau, c'est la biodiversité apportée par ces arbres avec les oiseaux cavernicoles, les chauves-souris, les insectes. C'est tout un ensemble qui fait que ces arbres sont vraiment dans la modernité. Alors, au plus près de son bocage, Dominique répertorie et consigne les alignements de trognes. Un inventaire du génie paysan. C'est un patrimoine tellement menacé, fragile, et puis ça peut être des paysages entiers qui s'effacent de nos mémoires. Et je pense de le consigner, c'est très important, parce que c'est vraiment un patrimoine inouï. L'autre emblème de la région, c'est le percheron, cheval de trait par excellence dont la force et la puissance ont construit la légende, depuis les pâturages du château Saint-Jean à Nogent-le-Rotrou. Le cheval percheron est originaire du Perche et plus précisément d'une bande de terrain le long de l'Huine, la rivière qui coule à Nogent-le-Rotrou, et sur une bande de 100 km à peu près. Et c'est de là qu'est parti le cheval percheron qui a atteint une renommée internationale, planétaire. Photographe de métier, Jean Léo s'est pris de passion pour ce cheval qui participa à la conquête de l'Ouest. Les Américains sont arrivés en très grand nombre dans le Perche pour acheter des chevaux par centaines, puis par milliers. Dans les années 1900, on avait parfois jusqu'à 3000 chevaux qui partaient vers les États-Unis. Donc ça a été la grande épopée du cheval percheron qui est parti en fait peupler les vastes plaines américaines qu'il fallait mettre en culture. Et donc le cheval percheron a été le moteur de l'agriculture américaine à cette époque. Dans le Perche aujourd'hui, le percheron reprend du service pour la culture maraîchère, comme dans les milieux sensibles. Il n'est pas rare de le retrouver pour le débardage en forêt. Alors c'est vrai que l'aspect esthétique est très important. C'est un être humain et un cheval. L'un ne va pas sans l'autre. J'ai coutume de dire quelquefois que quand on me dit qu'est-ce que c'est le cheval percheron, j'ai envie de dire c'est une corde. Le débardeur professionnel, il n'a qu'une corde. C'est-à-dire qu'il a un anneau central derrière le collier et le cheval, on l'éduque de façon à l'orienter selon les petits trucs qu'on lui donne. Et ça, c'est des codes. Oh oh. Le cheval de trait, la trogne, un héritage toujours bien vivant.
Avec cette nature qui a une force de résilience extraordinaire, on est capable de créer des solutions inventées par les paysans parce qu'ils ne pouvaient finalement pas faire autrement. Toutes ces nouvelles utilisations, que ce soit en travaux forestiers ou dans la vigne, ou dans l'agriculture, ce sont bien évidemment des gestes qui se sont transmis de génération en génération pendant des siècles. Et la réutilisation du cheval de trait n'est pas un retour vers le passé, mais c'est bien quelque chose qui est entièrement tourné vers l'avenir. Allons à présent à la découverte du Panama. Dans la capitale, les touristes désireux de mieux connaître l'histoire de certains quartiers peuvent faire appel à des guides un peu particuliers puisqu'il s'agit d'anciens membres de gangs. Après avoir laissé derrière eux leur passé de criminels, ils sont une poignée à s'être reconvertis. Ils ont décidé de faire découvrir le centre historique de Panama City, là même où il y a quelques années, ils commettaient leur larcin. Mounia Benaïssa nous en dit plus. Ce jour-là, à Panama City, quelques touristes visitent le quartier historique de San Felipe. Rien de bien extraordinaire à première vue. Pourtant, il y a à peine 10 ans, déambuler dans les rues du Casco Antiguo était impossible. N'importe quelle personne qui vivait dans cet immeuble pouvait descendre et venir vous voler vos biens, que ce soit votre appareil photo, votre téléphone ou votre portefeuille. Et Alexis Montenegro sait de quoi il parle, car il est lui-même l'un de ces anciens criminels. Il y a quelques années, il faisait partie du gang de la Cité de Dieu et a commis de nombreux délits au cours de son adolescence. À l'époque, la vieille ville gangrénée par la violence et le trafic de drogue était tenue par les gangs. Devenu guide touristique, Alexis Montenegro raconte à ses clients son histoire du quartier. Un jour, un gang rival est venu, armé. Il voulait tirer sur notre chef, lui voler sa drogue et son argent. Aujourd'hui, Alexis a décidé de tourner la page et c'est avec plusieurs ex-gangsters qu'ils ont créé Fortaleza Tour, une agence de tourisme spécialisée dans les visites des anciens quartiers dangereux de Panama City, un concept qui séduit les visiteurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir le chemin parcouru par ces hommes qui étaient au départ membres d'un gang et qui ensuite ont trouvé le moyen d'être utiles à la société. Ces hommes ont accepté le changement qui a eu lieu dans leur communauté et ils ont choisi d'y prendre part. Le Casco Antiguo offre aux touristes et aux habitants un nouveau visage. Des investisseurs privés ont remis à neuf les habitations en ruine et les rues ont été rénovées. Seuls certains murs encore tagués rappellent le passé sulfureux de ces rues. Mais revers de la médaille, désormais plus sûr, le quartier attire une population de plus en plus aisée, forçant les plus pauvres à partir. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Direction le Venezuela. Le pays traverse une crise économique profonde due en grande partie à l'effondrement des prix du pétrole qui sont au plus bas depuis une décennie. Il faut dire que le pays avait tout misé sur l'or noir, mais on y fait désormais la queue devant les magasins pour s'approvisionner en produits de première nécessité. 3 ans après la mort d'Hugo Chavez, le modèle bolivarien vacille à tel point que l'opposition l'a emporté lors des dernières législatives de décembre. Une alternance politique majeure, la première depuis 17 ans. C'est un reportage de Marc Perelman et Sylvain Rousseau. Caracas, quartier du 23 janvier. Ici, 3 ans après sa mort, Hugo Chavez est toujours bien vivant. Et ceux que l'on appelle les collectifs chavistes règnent en maître. Y pénétrer sans autorisation n'est pas recommandé. Caméras de surveillance, guetteurs, toute présence étrangère est vite repérée. Quant aux opposants, ils doivent se faire discrets. Et pourtant, à la surprise générale, ce sont eux qui ont gagné les élections du 6 décembre. Même ici. C'est vrai qu'ici, au 23 janvier, ça a été très difficile de faire notre campagne, n'est-ce pas? Parce que rien que de coller les affiches était impossible.
Bien sûr, on a fait un travail de petite fourmi, mais ce qui est évident, c'est que le peuple a puni le gouvernement. Ici, le vote sanction a très bien fonctionné. Le peuple a voulu du changement, et il l'a fait. Dans ce quartier où il était quasiment impossible de gagner, le chavisme a été battu, ici. C'est depuis une caserne de ce quartier que Chavez a mené son premier coup d'État le 4 février 1992, le 4F. Son corps y repose dans un mausolée. Même si certains membres des collectifs concèdent en privé leur étonnement d'avoir perdu, leurs meneurs ont une explication toute trouvée. Bien sûr que des erreurs ont été commises, mais au-delà des erreurs, le Venezuela est soumis à une pression constante, tant internationale que nationale, par les laquais de l'Empire américain. Quel est l'objectif? Démolir la révolution bolivarienne. Et comment font-ils? En s'appuyant sur l'extrême droite, ici. Mais la raison de la défaite saute aux yeux. Ce pays qui dispose des plus importantes réserves de pétrole au monde est frappé par la chute des cours, mais aussi par une inflation galopante et une pénurie de produits de première nécessité. Les acquis sociaux du chavisme ne suffisent plus. À Caracas, les queues devant les supermarchés sont interminables. Eh bien, j'espère trouver du riz et du papier toilette. Ça fait 1 mois que je n'arrive plus à trouver de papier toilette. Et j'espère aussi trouver du savon. Je me dis, allez, j'y vais avec l'espoir que je vais trouver ce que je veux. Et parfois, je ressors les mains vides. Même constat dans les banlieues huppées de la capitale. À El Hatillo, le maire tient à nous montrer la clinique municipale. Tout semble normal. Et pourtant, au service des urgences, ça, c'est notre pharmacie principale. En temps normal, elle devrait être pleine, avec toutes sortes de médicaments. Et encore, la plupart de ces médicaments sont des dons. Quant au personnel médical, il est obligé de trouver des solutions radicales. On a eu des patients qui devaient se faire une greffe de rein et qui ont dû aller prendre leur traitement chez le vétérinaire. Pour avoir leur greffe, ils ont dû aller acheter des médicaments que l'on donne généralement au bétail. Il y a déjà eu beaucoup de cas de Vénézuéliens qui sont venus en ambulatoire à l'hôpital ou à un dispensaire et qui, par manque de médicaments, sont décédés. Une situation d'autant plus dramatique que Caracas a le triste privilège d'être la ville la plus violente au monde. Selon un rapport récent, 119 homicides pour 100 000 habitants. Tous les lundis, la morgue de Bellomonte voit défiler les familles des victimes du week-end. Ils lui ont tiré 3 balles dessus. L'hôpital était plein, il a dû aller ailleurs et il est mort. Ils auraient pu le sauver s'ils avaient pu l'opérer. La morgue est aussi devenue une source d'information essentielle pour la presse locale. Ici, vous n'avez pas de statistiques quotidiennes. C'est pratiquement un secret d'État. Pour le gouvernement et le système bolivarien, la violence au Venezuela n'existe pas. Ce serait comme une espèce de fiction que nous, journalistes indépendants, aurions créée. Pour les journalistes indépendants, ce n'est pas la seule nouveauté. Pour la première fois depuis des années, ils ont désormais accès à l'Assemblée nationale. Pour le nouveau président du Parlement, Henry Ramos Aloup, c'est bien plus qu'un détail. À la différence de ce qui s'est passé depuis 17 ans, maintenant les portes de l'Assemblée nationale vous sont ouvertes, peu importe vos tendances politiques. Quand je suis entrée au Parlement, ça a été une grande émotion parce qu'on était resté beaucoup de temps sans pouvoir rentrer, plus de 14 ans, sans pouvoir entrer ni transmettre les nouvelles. En plus de répondre aux immenses défis de la crise économique, la nouvelle majorité s'attaque à un sujet explosif, les prisonniers politiques, dont les familles n'hésitent pas à se faire entendre. Moi aussi je suis père. Je parlerai au ministre de l'Intérieur pour qu'il me permette de parler avec les prisonniers. Et ils sont nombreux. Tous. Parce que je ne suis pas la seule maman à qui cela arrive. J'ai très peur parce que dans une prison vénézuélienne, tout le monde est en danger de mort. L'égérie de ce combat,
c'est Liliane Tintori. Chaque jour, nous sommes plus forts, plus fermes, malgré les outrages et la torture. Depuis 2 ans, elle s'occupe seule des enfants qu'elle a eus avec l'un des leaders de l'opposition, Leopoldo López. Il y a 2 ans, il est arrêté puis condamné à 13 ans de prison pour incitation à la violence. Une décision dénoncée par les Nations Unies et les organisations de droits humains. Comme toutes les fins de semaine, Liliane va lui rendre visite dans une prison militaire à 1 heure de route de Caracas. Je ressens de l'émotion, de l'amour, de la joie, de l'émotion comme si je sortais avec mon fiancé et que j'allais le voir. Parce qu'aujourd'hui, mon mariage c'est ça, une visite à la prison. Un parcours souvent semé d'embûches. Souvent je rentre et ils me mettent toute nue, ils me font ramper sur le sol, sans habit, sans rien, sans collant, sans rien, juste pour m'humilier. Ce jour-là, l'accès lui sera refusé, sans explication. Immédiatement, elle partage l'incident via les réseaux sociaux. Maintenant, Leopoldo va être seul aujourd'hui, il ne saura pas ce qui s'est passé, il m'attend. Je dénonce la violation de nos droits, non seulement les miens, mais ceux de nombreuses familles qui font la queue devant les prisons et qu'on ne laisse pas entrer. Pour elle, le coupable est tout désigné. Cette prison militaire qui s'appelle Ramo Verde, c'est Diosdado Cabello qui la contrôle. C'est lui qui a mis les caméras, les vidéos, tout est enregistré. Ma famille est enregistrée tout le temps dans la prison. Et ces vidéos sortent dans le programme de télévision de Diosdado Cabello, tous les mercredis. Il utilise ma famille pour faire de la mauvaise politique, une politique pour intimider, une politique de persécution méchante, inhumaine, cruelle, parce qu'il est comme ça, un homme cruel, sans scrupules. Jusqu'aux élections, Diosdado Cabello était le tout-puissant président de l'Assemblée nationale. L'ancien compagnon d'armes d'Hugo Chávez a eu beau tomber de son piédestal, il tient à prouver qu'il peut compter sur le soutien du peuple chaviste. Et ils ne sont pas prêts à rendre les armes. Aujourd'hui, c'est moi qui pleure, mais demain, c'est vous qui pleurez des larmes de sang. Bien décidé à se défaire de son image d'âme damnée du régime, il ouvre pour la première fois les portes de son émission hebdomadaire à des journalistes. À la nuit tombée, nous nous rendons dans une zone militaire de Caracas. Le lieu est tenu secret. Ni aujourd'hui, ni jamais, nous ne serons partenaires des États-Unis. Pendant plus de 3 heures, Cabello tient tribune à la télévision nationale dans ce programme au nom évocateur, Le Gourdin. Sur fond d'immenses portraits de Simón Bolívar et d'Hugo Chávez, il distribue les coups et multiplie les hommages au commandante. Écoutons maintenant le commandant Chávez. Je suis prêt à aller dans la rue pour défendre la révolution contre toute menace. Pour l'opposition, Cabello cherche à garder le pouvoir à tout prix. Elle l'accuse régulièrement de fomenter des coups d'État. Jugez vous-même. Nous avons perdu et me voilà. Quel mensonge tout de même. Ils disent que Diosdado va faire un coup d'État. Et les mêmes disent que je n'ai aucune influence sur les forces armées. Mais moi j'aime les forces armées parce que je suis un soldat comme le commandant Chávez. Mais je suis respectueux. Cependant, il reconnaît la défaite. Cette déroute, ce faux pas, nous amène à réfléchir et à travailler pour reprendre nos forces, nous regrouper et repartir de l'avant. Symbole de cette nouvelle ère, le président Maduro accepte de venir prononcer son discours annuel devant un parlement, pour la première fois dominé par ses adversaires.
Aujourd'hui, je suis devant le Parlement, où, grâce à la Constitution, à la démocratie et à la liberté, l'opposition à la révolution bolivarienne a conquis une majorité de sièges. Dans son discours, Maduro dénonce certes la guerre économique menée par les États-Unis et leurs alliés. Mais il admet que la situation est catastrophique et proclame l'état d'urgence économique. Surtout, scène impensable, il est ensuite critiqué devant tous par le chef de l'opposition. Ses partisans, massés devant l'Assemblée nationale, ont compris. Près de 3 ans après la mort d'Hugo Chávez, la révolution bolivarienne ne tient plus qu'à un fil. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programme sur notre antenne et à la semaine prochaine.